Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que ça va aller de mon côté. Si vous voyez tout le long de la vidéo d'ailleurs des cuts bizarres, c'est que j'étais en train de tousser, là comme maintenant. Je suis encore malade, ça va légèrement mieux on va dire, les plus gros symptômes sont partis, mais le plus dérangeant, le plus chiant c'est la toux qui m'empêche de faire mes nuits, de dormir convenablement, qui parfois me donne même la nausée. Et j'espère que j'arriverai à lire autant de temps que j'en ai envie. Ici, je vais mettre le minuteur. On est parti pour que je puisse enfin me rattraper. Alors je vais lire une bonne heure. Désolé pour les 2 dimanches sans vidéo. Ça m'apprendra justement à ne pas être assez régulier et ne pas sortir des vidéos à l'avance pour que ce genre de choses ne se passe pas. Parce que si j'étais plus consciencieux, on va dire, dans mes projets et que j'arrivais à vous lire 1 ou 2 livres d'avance, ça ferait au moins 3 à 4 à 6, 8, on va dire, vidéos d'avance. Au moins, s'il m'arrive quelque chose, au moins vous avez vos vidéos en attendant. Alors que là, pendant 2 dimanches, malheureusement, rien n'est sorti. Si au moins c'était entre 2 livres, donc entre la fin et le début d'un nouveau, ok, je dis pas. Mais là, c'était en plein dans une histoire, donc c'était un peu embêtant. Aussi bien pour moi que pour vous. Donc, je me suis dit qu'un 3e dimanche sans rien, ça, je ne voulais pas. Donc encore une fois, désolé de ne rien avoir sorti, de ne pas être assez préparé à l'avance pour les sorties vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vais me rattraper. Maintenant, les vidéos seront sûrement plus longues parce que de toute façon, maintenant, le fond derrière moi, je le mets plus. Donc j'ai déjà un gain de temps. Et donc voilà. Alors, on va se rappeler de la Tour de la Terreur. Il me semble que, oui, c'était 2 enfants sous la fille la plus âgée et Eddie, le petit frère, qui étaient en train justement à Londres sans leurs parents à visiter la Tour de la Terreur. Rappelez-vous, il se passait déjà des trucs bizarres parce que je trouve que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais j'ai déjà quasiment, même si j'ai jamais lu le livre, deviné le bordel, hein, parce que comme par hasard, les 2 gamins ont quasiment le même prénom que les enfants qui étaient morts il y a des siècles avant dans la cellule, donc ça pue un petit peu. Comme par hasard, j'ai l'impression que les autres personnes qui font le guide avec eux, le groupe avec le guide en lui-même, ne font pas attention aux enfants. C'est souvent eux qui sont soi-disant à la traîne, mais je pense en fait que c'est les autres qui partent sans attendre les enfants, parce qu'en vrai, il y a quelque chose qui cloche. Et ils ont vu un mec, je parle pas du bourreau, mais un mec assez lugubre avec une sorte de chapeau et des yeux perçants qui lui observait les enfants. On dirait qu'il n'y a que lui. Donc voilà. Et on s'en était laissé au fait que... Attendez, je vais vous lire la fin, comme ça moi aussi je suis dans le bain. Dans la tour, ils étaient justement arrivés dans la cellule du prince et de la princesse de l'époque qui ont été assassinés, les 2 enfants. Et quand ils ont voulu partir parce qu'ils avaient un petit peu le cafard quand même d'être là, ils se sont rendus compte en allant vers l'escalier, nous laissâmes échapper une exclamation de surprise. Monsieur Stark et le groupe avaient disparu. Donc encore une fois, on les a laissés derrière, non pas parce qu'on ne fait pas attention aux gamins, mais je pense que vous le savez. Donc je vous souhaite comme d'habitude une bonne écoute. J'espère que l'histoire vous plaira. C'est parti pour la suite de la Tour de la Terreur. Où sont-ils passés? S'affola Eddie. Ils nous ont oubliés. Ils doivent être dans l'escalier, dis-je en le poussant gentiment devant moi. Allez, on y va. Eddie résista. Toi d'abord. Tu n'as pas peur, j'espère? Perdu, abandonné dans la Tour de la Terreur. J'ignore pourquoi j'aime tant taquiner mon petit frère. Je savais qu'il avait peur. Je ne me sentais pas très rassuré moi-même. Mais, comme je l'ai déjà dit, c'est en général plus fort que moi. Je descendis donc la première. À mes pieds, l'escalier se perdait dans un trou noir. Comment se fait-il qu'on ne les a pas entendus partir? Demanda Eddie. Pourquoi ont-ils filé si vite? Il est tard, répondis-je. Je pense que M. Stark doit être pressé de voir son troupeau remonter dans le quart et de raccompagner les gens à leur hôtel. La tour ferme à 5 heures, si mes souvenirs sont bons. Je consultai ma montre. Il était 5h20.
Alors dépêchons-nous, Sou. Je ne vais pas passer la nuit dans cet endroit. Il me donne la chair de poule. À moi aussi, avouai-je. M'efforçant de percer l'obscurité, j'accélérai le pas, au risque de me rompre le cou. Je prenais toujours appui contre le mur pour ne pas perdre l'équilibre. Mais où sont-ils ? Demanda nerveusement Eddie. Ils ne font pas le moindre bruit. Une pâle lumière jaunâtre éclairait le palier au-dessus de nous. Ma main traversa quelque chose de soyeux et collant à la fois. Des toiles d'araignée. Burk. J'entendais la respiration saccadée d'Eddie derrière moi. L'autocar nous attendra, dis-je. Reste calme, Monsieur Stark ne partira pas sans nous. Il se mit à hurler tout à coup, me faisant tressaillir. Ohé, vous êtes là ? Répondez ! L'écho de sa voix aiguë se répercuta le long des murs de pierre. Silence. Et les gardiens ? Demanda-t-il. Il n'y a pas de gardiens là-dedans ? Eddie, je t'en prie, ne t'énerve pas. Les gardiens sont sans doute rentrés chez eux, mais M. Stark nous attend en bas, j'en suis certaine. En arrivant sous la lumière blafarde du palier, je distinguai la cellule aux barreaux de fer que nous avions déjà vue. Ne t'arrête pas, supplia Eddie. Continue, Sou. Vite. Je le rassurai. Tout ira bien, je te le promets. Nous sommes presque dehors. Tu parles, protesta-t-il. Regarde. Il me montrait quelque chose du doigt, et je compris aussitôt ce qu'il voulait dire. Il y avait 2 escaliers menant au rez-de-chaussée, l'un à gauche de la cellule, l'autre à droite. C'est étrange, murmurai-je en fronçant les sourcils. Je ne me souvenais pas d'un 2e escalier. Lequel est le bon ? Bégaya Eddie. J'hésitais. Je n'en suis pas sûr. Je m'approchais de celui de droite. Les marches tournaient à un angle si brusque qu'on ne voyait pas grand-chose. Lequel ? Répéta Eddie. Lequel ? Je crois que ce n'a pas d'importance. En fait, ils descendent tous les 2 vers la sortie, pas vrai ? Je lui fis signe de me suivre. Viens, à mon avis, c'est celui-là que nous avons pris pour monter. Je mis le pied sur la première marche et m'immobilisai aussitôt. J'entendais des pas, les pas pesants de quelqu'un qui grimpait vers nous. Qui est-ce ? Chuchota Eddie en me prenant la main. Probablement M. Stark qui vient nous chercher. Il poussa un long soupir de soulagement. Monsieur Stark ? Appelai-je. C'est vous ? Silence, à l'exception du bruit des pas qui se rapprochaient peu à peu. Monsieur Stark ? Une silhouette sombre émergea au tournant de l'escalier, m'arrachant un cri de stupeur. Ce n'était pas Monsieur Stark, mais le grand inconnu à la cape noire. Il s'arrêta sur la dernière marche, ses yeux étincelaient comme des charbons ardents sous son chapeau baissé. « Est-ce que cet escalier mène bien à la sortie ?» bégayai-je. Pas de réponse. Il ne bougeait pas. Impossible de distinguer ses traits noyés dans l'ombre. Je ne voyais que la lueur de son regard plongée dans le mien. Je fis une nouvelle tentative. Nous avons perdu les autres. Ils doivent nous attendre. C'est bien par là qu'on descend ?» Il se taisait toujours, bloquant la sortie. « Monsieur, mon frère et moi ?» Il leva la main, une large main gantée de velours noir. « Vous allez venir avec moi maintenant, » grogna-t-il. Je le regardais sans comprendre. « Vous allez m'accompagner, » répéta-t-il. « Je ne veux pas vous faire de mal, mais si vous essayez de vous sauver, je n'aurai pas le choix. » Eddie poussa un cri aigu quand l'homme s'avança vers nous. C'est alors que je crus deviner de quoi il s'agissait. « Vous êtes un des gardiens de la tour, c'est ça ?» demandai-je. Il ignora ma question. J'éclatai d'un petit rire nerveux. « Vous m'avez fait peur. Votre costume, votre allure, tout ça. Vous travaillez ici, pas vrai ? Nous sommes désolés de vous mettre en retard. Je suppose que vous avez envie de fermer et de rentrer chez vous. » L'homme s'avança encore. « Vous savez pourquoi je suis ici ?» gronda-t-il. « Non, je n'en sais rien et... » Il m'interrompit en m'empoignant brutalement par le bras. « Eh, fichez-lui la paix !» cria Eddie. Mais l'inconnu l'empoigna également. Ses doigts gantés s'enfonçaient dans ma chair. Je retins un gémissement de douleur. Il nous repoussa contre le mur et je vis enfin son visage. Un visage dur, anguleux, un long nez pointu, des lèvres minces, déformées par un rictus de colère, et des petits yeux cruels à vous donner froid dans le dos. « Lâchez-nous » ordonna courageusement Eddie. « Nous devons rejoindre notre groupe » ajoutai-je. « Nous allons partir, vous ne pouvez pas nous retenir. »
Il n'écoutait pas. « Ne bougez pas, marmonna-t-il. Restez où vous êtes. Ne tentez pas de vous échapper. »« Mais enfin, monsieur, si nous avons fait quelque chose de mal... » Les mots s'éteignirent dans ma gorge. L'homme plongea la main dans les replis de sa cape noire. Il y fourragea un instant, puis en sortit quelque chose. À première vue, cela ressemblait plus ou moins à des balles de ping-pong. Il y en avait 3. Toutefois, en les entendant cliqueter entre ses doigts, je m'aperçus qu'il s'agissait de petits galets blancs et lisses. « Que va-t-il faire de ça ?» me demandai-je. « Est-ce que c'est un fou dangereux ?»« Monsieur, insista Eddie, nous devons absolument nous en aller. »« Pas un geste, s'écria l'inconnu, et pas un mot, c'est mon dernier avertissement. » Eddie se tut, effaré. Le dos au mur, je cherchais des yeux l'escalier le plus proche. L'homme marmonnait entre ses dents tout en se concentrant sur ses pierres blanches, qu'il essayait d'empiler l'une sur l'autre dans le creux de sa main. Il poussa un cri de colère quand l'une d'elles tomba par terre. Elle rebondit une fois et glissa sur la pierre usée. « C'est le moment ou jamais, pensai-je. Je poussai Eddie vers l'escalier. « Sauvons-nous, Eddie !» Mon frère n'eut pas besoin que je lui dise 2 fois de détaler. « Arrêtez-vous » brailla l'homme, tandis que nous nous élancions vers la sortie. « Vous perdez votre temps, vous ne pouvez pas m'échapper. » Sa voix caverneuse nous poursuivit dans l'escalier. Nous dévalions les marches à une telle allure que la tête me tournait. Je faisais de mon mieux pour ne pas trébucher dans la pénombre, ne pas céder à la panique. Mon appareil photo tomba de ma poche et se fracassa à mes pieds. Je ne m'arrêtai pas pour le ramasser. Il était cassé de toute façon. « Continue, Eddie, continue, haltai-je. Nous sommes presque à l'air libre. » Mais je pouvais me tromper. La descente semblait bien longue. Il y eut un piétinement derrière nous, accompagné de cris de fureur qui résonnaient dans toute la tour. L'inconnu était à nos trousses. Que voulait cet homme? Qu'avions-nous fait pour provoquer sa colère? Ces questions sans réponse me traversaient l'esprit tandis que nous dégringolions dans l'escalier comme des fous. Une grande porte grise surgit enfin devant nous. Eddie se cogna dedans. Je m'arrêtai juste à temps. « La sortie, octai-je. Nous sommes sauvés. » Les pas de l'homme se rapprochaient. Eddie donna un coup d'épaule contre la porte, qui ne bougea pas. Il recommença, puis se tourna vers moi, les lèvres tremblantes. « Elle est fermée à clé, balbutia-t-il. »« Non, hurlai-je. » Je l'aidai à pousser de toutes mes forces. Rien à faire. Notre poursuivant nous avait presque rejoints. On l'entendait à présent grommeler des imprécations. Le piège se refermait sur nous. Je réussis à articuler. « Essayons encore une fois. »« On ne bouge plus, » ricana l'inconnu. Sa voix toute proche nous fit tressaillir. Je me ruai sur la porte avec l'énergie du désespoir. Cette fois, elle s'entrouvrit légèrement en raclant la dalle de pierre. Vif comme l'éclair, Eddie se faufila dans l'entrebâillement. Il ne me fallut qu'une fraction de seconde pour l'imiter. Le souffle court, je refermai la porte derrière nous. Je mis en place la grosse barre de métal permettant de la verrouiller et soupirai de soulagement. L'homme en noir ne pouvait plus nous atteindre. Il était enfermé dans la tour. « C'est fini, Eddie » m'écriai-je. Mais en me retournant, je découvris avec un serrement de cœur que nous n'étions pas à l'air libre. Nous venions de pénétrer dans une immense salle obscure, un caveau au plafond voûté. Du fond de ce caveau s'éleva un rire cruel, et une voix d'homme me fit comprendre que nos ennuis ne faisaient que commencer. Le rire monta dans la pénombre et la voix déclara « Vous avez pénétré dans le donjon du roi, abandonné tout espoir d'en ressortir. »« Qui êtes-vous » m'écriai-je. En guise de réponse, le rire éclata de nouveau. Un faisceau de lumière verdâtre émanait du plafond au-dessus de nos têtes. Serré contre Eddie, je scrutais les ténèbres environnantes, cherchant vainement une issue. « Sous, regarde » chuchota-t-il. Il me montrait quelque chose du doigt. Contre un mur, au fond de la salle, je distinguais des cages de fer. Nous nous en approchâmes d'un pas hésitant. Une main décharnée se tendit vers nous entre les barreaux d'une cage. « Seigneur » balbutiai-je en reculant d'effroi. Au même instant, une série de coups violents nous fit sursauter. « Vous ne m'échapperez pas » vociférait l'homme en noir de l'autre côté de la porte. Eddie m'étreignit fébrilement le bras. Le verrou tiendrait-il longtemps? Devant nous, 2 mains émergèrent, suppliantes, entre les barreaux d'une 2e cage de fer. « Je ne peux pas le croire » s'étrangla Eddie. « Il n'y a plus de donjon de nos jours. »« Il faut trouver une autre porte » murmurai-je.
M'efforçant de percer l'obscurité, je repérais au loin un mince rail de lumière. J'entraînais Eddie dans cette direction et trébuchais sur quelque chose. C'était le corps d'un vieil homme, allongé par terre, enchaîné au sol. J'atterris sur sa poitrine avec un choc sourd. Les chaînes dans lesquelles je m'étais pris le pied s'entrechoquèrent en grinçant. Le vieil homme ne bougea pas. Je me relevai péniblement et le regardai. Il s'agissait d'un mannequin. « Eddie, tout ça n'est qu'une mise en scène. »« Hein ?» Il me dévisageait, partagé entre la frayeur et l'étonnement. « Une mise en scène, répétai-je. Les cages de fer, les mains qui se tendent, c'est du spectacle pour les touristes. Tu comprends ? Ça n'a rien de réel. » Eddie ouvrit la bouche pour répondre, mais le rire cruel l'interrompit. « Vous avez pénétré dans le donjon du roi, » annonna la voix. « Abandonnez tout espoir d'en ressortir. » Et le rire fusa de nouveau. Une bande magnétique, un simple enregistrement, un long soupir s'échappa de ma poitrine. Mon cœur battait encore à coups redoublés, mais la certitude que nous n'étions pas enfermés dans un vrai donjon me rassurait quelque peu. « Tout ira bien, dis-je à Eddie. On va s'en sortir. » C'est alors que la porte céda avec un craquement assourdissant, et le grand homme à la cape noire bondit vers nous, un éclair de triomphe dans les yeux. Nous étions restés figés sur place. L'homme s'immobilisa aussi. On n'entendait que le bruit rauque de sa respiration. « Vous ne pouvez pas vous enfuir, grogna-t-il. Une fois de plus, vous ne quitterez pas le château. »« Fichez-nous la paix, lui lança Eddie. »« Que voulez-vous » intervins-je. « Pourquoi nous pourchasser ainsi ?»« Vous le savez très bien, » répondit l'inconnu, les poings sur les hanches. Il fit un pas en avant et ajouta. « Êtes-vous prêt à me suivre maintenant ?» Au lieu de répondre, je me penchai vers Eddie et chuchotai. « Prépare-toi à courir !» L'homme plongea de nouveau la main dans les replis de sa cape et en ressortit les 3 mystérieuses pierres blanches. Eddie et moi n'avions pas besoin d'un signal. Sans échanger un mot, sans même nous regarder, nous détalâmes comme des dératés. L'homme poussa un cri de rage et s'élança derrière nous. La vaste salle souterraine semblait s'étendre à l'infini. Elle occupait probablement tout le sous-sol du château. La peur freinait ma course. Mes jambes étaient en plomb. J'avais l'impression de me mouvoir au ralenti, comme dans un mauvais rêve. « Il va nous rattraper, pensai-je. Ce n'est qu'une affaire de secondes. » Tout à coup, j'entendis l'homme en noir brailler de stupeur et jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. Tout comme moi un peu plus tôt, il venait de trébucher sur le mannequin enchaîné au sol. Il s'affala lourdement. Tandis qu'il se remettait debout tant bien que mal et se dépêtrait de la chaîne, je cherchais des yeux une porte, un passage, une quelconque issue. « Comment va-t-on sortir d'ici, Sue » cria Eddie. « Nous sommes prisonniers. » Pas encore. Je repérais contre le mur un établi jonché d'outils. Je n'en vis aucun qui pouvait me servir d'arme, mais empoignai à tout hasard une torche électrique. J'appuyai fébrilement sur le bouton. Était-elle en état de marche ? Oui. Un faisceau de lumière blanche éclaira le sol. Je promenai la lampe le long du mur. « Eddie, regarde !» Une ouverture basse et obscure. Une galerie ? Sans plus attendre, nous plongeâmes tous les deux dans ce tunnel. Je me mis à courir, la lampe braquée devant moi, Eddie sur mes talons. La voûte de la galerie nous permettait tout juste de nous tenir debout. Au bout d'un moment, le sol amorça une descente et la galerie obliqua sur la droite. L'air devint plus frais. J'entendis un ruissellement d'eau tout proche. « C'est un égout, dis-je à Eddie. Ça signifie que ce tunnel doit déboucher quelque part au dehors ?»« Espérons-le, me répondit-il, hors d'haleine. Nous continuâmes de suivre la courbe de la galerie, le halo de la lampe bondissant à chacun de nos pas. Une série d'échelons de métal suspendus au plafond voûté nous obligèrent à baisser la tête. Nous pataugions à présent dans des flaques d'eau sale. Le bruit d'une course précipitée nous arracha un cri d'effroi, des pas pesants dont l'impact faisait trembler la terre battue et qui se rapprochaient à chaque seconde. Je regardais derrière moi. L'homme en noir était encore caché par la courbe du tunnel. « Cela ne finira donc jamais, me dis-je. Il va nous coincer dans ce souterrain. Et ensuite, que nous fera-t-il ? Pourquoi nous a-t-il dit que nous savions ce qu'il voulait ? Comment pourrions-nous le savoir ?» Je trébuchai. La lampe me tomba des mains et roula par terre, éclairant le tunnel en direction de notre poursuivant. Je le vis arriver sur nous, tête baissée. Un gémissement sortit de mes lèvres. « Non !» L'homme se jeta sur mon frère au moment où je me penchais pour ramasser la lampe. Il le captura et l'enveloppa dans sa cape noire. « Viens, croissa-t-il. Je te l'ai répété 100 fois,
Tu ne peux pas m'échapper. J'esquivai la main tendue de l'homme en noir et reculai en étreignant ma lampe. L'idée m'effleura de la lui braquer dans les yeux pour l'éblouir ou de lui donner un bon coup sur la tête, mais je n'en eus pas le temps. Un bruit m'obligea à me retourner, et ce que je vis dans le halo de lumière alla se perdre au fond du tunnel me paralysa de terreur. Des rats, des centaines de rats. Ils fonçaient sur nous en se bousculant sur la terre battue. Leurs yeux rougeoyaient dans les ténèbres, leurs babines retroussées découvraient leurs dents pointues. Ils poussaient des petits cris aigus qui se répercutaient le long du tunnel. Ce bruit horrible me noua la gorge. L'homme en noir les vit aussi. Il bondit de surprise. Eddie en profita pour se dégager de son étreinte et accourut vers moi. Puis il s'immobilisa, bouche bée, les yeux fixés sur les rats. « Saute, Eddie, saute !» criai-je. « Attrape un barreau !» Mon frère ne bougea pas et ne quittait pas des yeux la marée grouillante des rats qui déferlaient dans notre direction. « Saute, Eddie, fais comme moi !» Laissant tomber la lampe, je levai les deux bras et sautai en l'air. J'agrippais un des échelons de métal encastrés sous la voûte du plafond. Eddie comprit et m'imita. J'effectuai une traction et soulevai mes jambes aussi haut que je le pus. Les rats chargèrent sous mes pieds levés. Leur odeur nauséabonde assaillit mes narines et me fit suffoquer. J'entendais leurs pattes griffer le sol. J'entendais leur bruissement de longues queues glissant derrière eux comme des serpents. Je les sentais qui s'efforçaient d'atteindre mes chaussures, me griffaient les mollets. L'homme en noir tourna les talons et rebroussa chemin à toute allure. Il courait en trébuchant dans la pénombre, essayant d'échapper à la vague mouvante des rats. Sa cape fouettait l'air derrière lui. La fuite de l'inconnu résonnait sourdement dans le tunnel. Des rats bondissaient sur sa cape, s'y accrochaient en criant d'excitation. Au bout de quelques secondes, il disparut derrière la courbe de la paroi. Les rats suivaient dans son sillage. Quand ils disparurent à leur tour, tous les sons se mêlèrent en une sorte de rugissement continu qui décrut peu à peu. Puis, il y eut un hurlement de terreur. Je commençais à avoir mal au bras, mais ne lâchais pas la barre pour autant. Mieux valait être certaine qu'il ne restait plus de rats dans les parages. Le rugissement s'estompa au loin. Je n'entendais plus que la respiration saccadée d'Eddie. Il poussa un petit grognement et se laissa tomber au sol. J'en fis autant et attendis un moment que les battements de mon cœur reprennent leur rythme normal. « Ouf !» murmura Eddie. « On l'a échappé belle !» Je frissonnais. Je savais que des centaines de petits yeux rouges et de dents pointues reviendraient me hanter dans mes pires cauchemars. « Sortons de cet endroit sinistre !» m'écriai-je. « Je parie que M. Stark nous cherche partout. » Eddie ramassa la lampe et me la tendit. « Il me tarde de retourner dans l'autocar, dit-il. Je veux m'éloigner à tout jamais de cette affreuse tour. Je ne peux pas croire que nous avons été pourchassés par un fou dans un égout. Ces choses-là n'arrivent jamais sous. »« C'est inouï, en effet, répondis-je, en secouant la tête. Pourtant, nous n'avons pas rêvé. Une pensée me vint tout à coup. La conférence des parents a probablement terminé. Ils doivent s'inquiéter. »« Pas autant que moi, s'exclama Eddie. »« Alors, allons-y. » Dirigeant la lampe devant moi, je repris la marche d'un pas décidé. Après une légère remontée, le tunnel virait sur la gauche. Nous pataugions toujours dans l'eau. Je marmonnais. Ce maudit égout finit bien quelque part. Une espèce de chuintement proche m'arracha un cri. Des rats ? Encore ? Je m'arrêtai pour tendre l'oreille, et je découvris qu'il s'agissait d'un tout autre bruit, celui du vent s'engouffrant dans le tunnel. Cela signifiait que nous étions près de la sortie. « Ça y est, Eddie !» Je me mis à courir en soulevant des éclaboussures. Le tunnel tournait une dernière fois, puis se terminait brusquement. Une échelle de métal montait tout droit vers un orifice circulaire au-dessus de nos têtes, et à travers cet orifice, on apercevait le ciel nocturne. Eddie poussa des cris de joie et grimpa prestement les échelons. Je me hissai dehors juste derrière lui. Il faisait froid, mais cela ne nous gêna guère. L'air de la nuit avait un doux parfum de liberté. Nous étions enfin hors de cet égout, hors de la tour de la terreur, loin de cet affreux homme en noir. Je regardais autour de moi pour situer l'endroit où nous nous trouvions. La tour dressait sa silhouette sombre et menaçante derrière nous. On ne voyait aucune lumière. Le poste de garde était également éteint. Il n'y avait pas âme qui vive dans le secteur. Je repérai ensuite l'épais mur d'enceinte qui séparait la tour du reste du monde et le sentier semé d'herbes folles menant à la sortie. Eddie me devançait déjà à petite foulée. Je le suivis sans un regard en arrière. Bientôt, nous étions dans la ruelle au bout de laquelle l'autocar nous avait déposés quelques heures plus tôt.
Un pâle rayon de lune apparut entre les nuages, projetant sur les pavés une lueur chatoyante. Tout ce qui venait de nous arriver me semblait irréel. Une joie soudaine me soulevait. Je pensais. Nous voilà de retour à notre époque, de retour vers la sécurité. Mais ma joie s'évanouit quand je débouchai dans le parking où s'était garé l'autocar. Il était vide. Je scrutais en vain les ténèbres environnantes. « Ils nous ont abandonnés » soupira Eddie. « Comment va-t-on retourner à l'hôtel » J'ouvrais la bouche pour lui répondre quand un grand vieillard aux cheveux blancs accourut vers nous en boitillant. Il nous montrait du doigt et criait « Vous là-bas ! Hé, vous là-bas !» Je fus aussitôt sur mes gardes. « Oh non, me dis-je, que nous veut-on encore ?»« Vous là-bas ! Hé, vous !» L'homme était tout maigre, enveloppé dans un pardessus qui lui descendait jusqu'aux chevilles. Ses cheveux s'échappaient en désordre d'une petite casquette grise. Il se déplaçait vite, en dépit de sa démarche boiteuse qui le faisait basculer sur le côté à chaque pas. Il s'arrêta devant nous et reprit peu à peu son souffle. Ses petits yeux reflétaient le clair de lune. « C'est vous que le chauffeur de l'autocar cherchait tout à l'heure » haleta-t-il enfin. Je hochai la tête. « Je suis le gardien de nuit du château. Après la fermeture, il ne reste plus que moi. »« Et où est l'autocar » demanda Eddie. « Parti depuis longtemps, » répondit le vieil homme. « Le guide a dit qu'il ne pouvait plus vous attendre. Que s'est-il passé ? Vous vous êtes perdu là-dedans ?» De la main, il nous montrait la tour. « Un homme nous a couru après, déclarai-je. Il prétendait que nous devions le suivre. Il nous a fait très peur et... »« Un homme ? Quel homme ?» Le gardien me dévisagea d'un air soupçonneux. « L'homme en noir, » intervint Eddie. « Il porte une cape noire et un grand chapeau. Il nous a poursuivis dans la tour. »« Il n'y a personne dans la tour, » affirma le gardien de nuit. « Je vous l'ai dit, je suis le seul qui reste après la fermeture. »« Mais il était là, m'écriai-je. Il nous voulait du mal. Nous nous sommes enfuis à travers l'égout et les rats. »« À travers l'égout ? Impossible. Les souterrains du château sont interdits aux touristes. Ils ne peuvent y accéder. Nous avons un règlement très strict à ce sujet. » Il secoua la tête et conclut. « J'ignore quelle bêtise vous avez dû commettre, les enfants, mais votre histoire d'homme en noir est à dormir debout. Tâchez de trouver mieux la prochaine fois. » Eddie me regarda. Nous savions tous les deux qu'il était inutile d'insister. Cet homme ne nous croirait jamais. « Comment allons-nous retourner à notre hôtel » murmura mon frère. « Nos parents doivent être morts d'inquiétude. » Je parcourus des yeux la rue déserte qui longeait le parking. Pas la moindre voiture en vue. « Vous avez de l'argent » nous demanda le gardien. « Il y a une cabine téléphonique pas loin d'ici. Je peux vous appeler un taxi ?» Je plongeai la main dans la poche de mon jean et mes doigts rencontrèrent les lourdes pièces de monnaie que mes parents m'avaient remises avant notre départ pour la visite guidée. Je poussai un soupir de soulagement. « Oui, oui, » répondis-je, « nous avons ce qu'il faut. »« D'ici, cela vous coûtera au moins 15 ou 20 livres, » avertit le gardien. « C'est un long trajet. »« Aucune importance, mes parents nous ont donné de l'argent, et s'il n'y en a pas assez, ils descendront payer le chauffeur eux-mêmes. » Le vieil homme se tourna vers Eddie. « Tu as l'air épuisé, mon garçon. Tu as vraiment eu peur dans cette tour ?» Eddie déglutit. « Je n'ai plus envie d'en parler, » balbutia-t-il. « Tout ce que je veux, c'est rentrer à l'hôtel. » Le gardien de nuit hocha la tête, puis il nous conduisit de son pas saccadé vers la cabine téléphonique. Un taxi noir arriva 10 minutes plus tard. Le chauffeur était un jeune homme aux longs cheveux blonds et bouclés. « Quel hôtel » demanda-t-il en penchant la tête à travers la portière. « Le Berkeley, dis-je. » Eddie s'installa à mes côtés sur la banquette arrière. Il faisait chaud dans le taxi, et la lassitude aidant, notre siège me sembla merveilleusement confortable. En m'éloignant, j'espérais ne jamais revoir la tour de la terreur. Nous roulions sans heurts dans les rues sombres. Le compteur cliquetait gentiment. Notre chauffeur fredonnait un air. Je fermai les yeux et me renversai contre le dossier de cuir. J'essayais de ne pas penser à l'homme effrayant qui nous avait poursuivis sans raison, mais je ne parvenais pas à le chasser de mon esprit. Nous nous retrouvâmes bientôt dans le centre de Londres. Des voitures, des bus rouges, des taxis parcouraient les rues. Les néons des théâtres et des grands restaurants étincelaient dans la nuit. Le taxi ralentit devant le Berkeley et se rangea contre le trottoir. Le chauffeur se tourna vers moi. « Cela fera 16 livres et 60 pence. » Eddie se redressa tout ensommeillé. Il cligna des yeux, surpris de constater que nous étions arrivés à destination. Je sortis les lourdes pièces de ma poche et les tendis au chauffeur.
Je ne sais pas ce que ça vaut, avouai-je. Pouvez-vous prendre ce qui vous revient et me rendre la monnaie ?» Le chauffeur regarda les pièces dans ma main, puis leva les yeux vers moi. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il froidement. « De l'argent, répondis-je déconcerté. Il continuait de me dévisager. « De l'argent factice, oui, le genre d'imitation qu'on utilise au théâtre, et vous comptez me payer avec ces fausses pièces ?» Ma main se mit à trembler. Je ne comprends pas, bégayai-je. « Moi non plus, rétorqua le chauffeur d'un ton sec, mais ces pièces ne valent rien, mademoiselle. » Une expression coléreuse déforma ses traits. « Est-ce que vous allez me régler ma course ou est-ce que vous cherchez des ennuis ? Je veux mon argent, tout de suite. » Je tentais d'examiner les pièces dans l'obscurité du taxi. Elles étaient larges et pesantes, et à première vue coulées dans de l'or et de l'argent. Il faisait trop sombre pour déchiffrer leur inscription. « Mais pourquoi mes parents m'auraient-ils donné de l'argent de théâtre ?» demandai-je au chauffeur. Il haussa les épaules. « Je ne connais pas vos parents. De toute façon, ils vous paieront vos 16 livres, dis-je en remettant les pièces dans ma poche. 16 livres 60, plus le pourboire, rectifia le chauffeur. Où sont-ils vos parents? Dans l'hôtel? Je hochai la tête. Oui, ils devaient prendre part à une conférence, mais je pense qu'ils sont dans leur chambre maintenant. Je vais leur demander de descendre régler votre course. En vrai billet, s'il vous plaît, insista-t-il. Et s'ils ne sont pas là dans 5 minutes, je monte vous chercher. Ils arrivent tout de suite, je vous le promets. J'ouvris la portière et m'extirpai du taxi. Eddie me suivit sur le trottoir. Drôle d'histoire, marmonna-t-il. Un chasseur en uniforme rouge nous salua poliment tandis que nous pénétrions dans l'immense hall de l'hôtel, illuminé par des lustres de cristal. La plupart des gens qui s'y trouvaient semblaient se diriger vers la sortie, sans doute pour aller dîner dehors. Une fois dans l'ascenseur, j'appuyai sur le bouton du 6e étage. « Qu'est-ce qui n'allait pas avec cet argent ?» demanda Eddie. « Je n'en sais rien. Papa a dû se tromper. » Les portes coulissèrent et je me précipitai dans le couloir. Eddie à mes côtés. La moquette étouffait le bruit de nos pas. Nous y voilà. Eddie courut à la porte marquée 626 et frappa. « Papa, maman, c'est nous. »« Ouvrez !» criai-je avec impatience. Pas de réponse. Eddie frappa un peu plus fort. « Hé, vous êtes là? Dépêchez-vous !» Je plaquai mon oreille contre la porte. Silence. Aucune voix, aucun bruit de pas. Eddie se tourna vers moi. Ils doivent pourtant en avoir fini avec la conférence. Puis ses épaules s'affaissèrent et soupira, déçu. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Vous avez un problème ?» entendis-je tout à coup. Me retournant, je vis qu'une femme de chambre nous regardait avec curiosité. Vêtue d'un élégant uniforme gris, une coiffe blanche posée sur ses courts cheveux noirs, elle poussait un petit chariot où s'entassaient des piles de serviettes. Elle s'arrêta à notre hauteur. « Nos parents sont à une conférence, expliquai-je, et nous n'avons pas la clé de la chambre. » Elle nous examina un instant. Puis, elle saisit un gros trousseau de clés et se mit à fourrager dedans. « En principe, je n'ai pas le droit de faire ça, dit-elle, mais vous n'avez pas l'air d'être des cambrioleurs. » Elle nous ouvrit la porte. Je la remerciai avec effusion, affirmant qu'elle nous sauvait la vie. Elle nous adressa un sourire charmant et s'éloigna, poussant son chariot. La chambre était plongée dans le noir. J'allumai la lumière. « Ils ne sont pas là, murmurai-je. »« Ils nous ont probablement laissé un mot, suggéra Eddie. Peut-être qu'ils ont été obligés de sortir avec des collègues, ou peut-être qu'ils sont au restaurant de l'hôtel, en train de nous attendre. » La chambre était en réalité une suite comprenant un salon et 2 chambres à coucher. Allumant plusieurs lampes au passage, je me dirigeai vers le bureau du salon, sur lequel se trouvait un bloc de papier à lettres à l'entête de l'hôtel. Mais le bloc était intact. Pas de message. Pas de message non plus sur la table basse, devant le canapé. « De plus en plus bizarre, » observa Eddie. Je pénétrai dans la chambre à coucher des parents. Le lit avait été fait. Le couvre-lit ne présentait pas le plus petit faux pli. Aucun objet sur la commode. Pas d'écharpe ou de gants négligemment jetés sur une chaise. Pas de chaussures sur le sol. Pas de cartable. Rien ne laissait supposer que cette chambre était occupée. Eddie, qui m'avait suivi dans la pièce, se dirigea vers la penderie et l'ouvrit en grand. « Sous !» s'exclama-t-il. « Regarde, plus de vêtements, ceux de papa, de maman, les nôtres, tout a disparu. » La panique me noua l'estomac. « Ils ne peuvent pas être partis comme ça, m'écriai-je. J'allais vérifier moi-même le contenu de la penderie, mais je savais déjà que je n'y trouverais rien. « Tu es sûr que c'est la bonne chambre ?» demanda Eddie. Il ouvrit le tiroir supérieur de la commode. « Vide, naturellement, répliquai-je avec irritation.
Mon frère ouvrit les autres tiroirs de la commode. Ils étaient tous vides. Je parcourus chaque centimètre carré de la pièce sans repérer le moindre signe de la présence des parents. Il vaut mieux retourner à la réception, suggérai-je, après avoir réfléchi un moment. Nous demanderons où se déroule cette conférence, et nous irons parler à papa et à maman. À mon avis, ils n'y sont plus, murmura Eddie. Et d'ailleurs, pourquoi aurait-il emporté tous nos vêtements à une conférence? Ça n'a pas de sens. Je suis certaine qu'il y a une explication. Allez, viens, descendons. L'ascenseur nous déposa dans le hall de l'hôtel. Devant le bureau de la réception, il y avait un attroupement. Une grosse femme boudinée dans un tailleur vert épinard voulait changer de chambre. « On m'avait promis une vie sur la Tamise !» hurlait-elle à un employé rouge d'émotion derrière son comptoir. « Et c'est ce que je veux !»« Mais madame, répondit-il doucement, notre hôtel n'est pas situé près de la Tamise. Nous regrettons de ne pas pouvoir vous donner satisfaction. C'est pourtant écrit là-dessus. » Elle brandit un prospectus sous le nez de l'employé. La discussion parut s'éterniser, et je cessai bientôt de m'y intéresser. Je pensai à mes parents et à leur mystérieuse disparition. Je réussis à m'approcher du comptoir 10 bonnes minutes plus tard. Eddie se tenait près de moi. L'employé rangea quelques papiers dans un classeur, puis se tourna vers nous, un sourire mécanique aux lèvres. « Que puis-je pour vous ?»« Nous essayons de joindre nos parents, dis-je, en m'accoudant au comptoir. Je crois qu'ils assistent à la conférence. Savez-vous où elle a lieu ?» Il me dévisagea un long moment, l'air perplexe, comme s'il ne comprenait pas. « Quelle conférence ?» demanda-t-il enfin. « La grande conférence » répondis-je d'une voix hésitante. « Vous savez, celle à laquelle participent des gens venus du monde entier. » Une conférence très importante, intervint Eddie. L'employé fronça les sourcils. Là, nous avons un léger problème. Il n'y a pas de conférence à l'hôtel cette semaine. Je le regardais, bouche ouverte. Pas de conférence répéta Eddie, devenu blême. L'employé secoua la tête. Non. Une jeune femme l'appela du bureau de la réception. Il me fit signe de patienter, puis alla voir ce qu'elle voulait. Tu es sûr que c'est le bon hôtel me chuchota Eddie, les traits tirés par l'inquiétude. Mais oui, répondis-je d'un ton sec. Arrête de me poser toutes ces questions. Tu es sûr que c'est la bonne chambre? Tu es sûr que c'est le bon hôtel? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Excuse-moi, Sue, balbutia-t-il. C'est que j'ai l'impression de perdre les pédales. Juste à ce moment, l'employé revint vers nous. Puis-je connaître votre numéro de chambre demanda-t-il. 626, dis-je. Il pianota sur son ordinateur et nous annonça. Désolé, mais cette chambre n'est pas occupée. Quoi? M'exclamai-je. L'employé me regarda avec insistance. Il n'y a personne dans la chambre 626. Mais c'est faux, s'écria Eddie. Il y a nous. L'employé eut un sourire contraint. Il leva les mains comme pour dire « Ne nous énervons pas » et reprit. « Rassurez-vous, nous allons retrouver vos parents. Comment vous appelez-vous » J'ouvris la bouche pour répondre, et aucun nom ne me vint à l'esprit. J'interrogeai mon frère du regard, il réfléchissait, le front plissé par la concentration. « Quel est votre nom, les enfants » répéta l'employé de la réception. « Si vos parents sont dans cet hôtel, je suis certain de retrouver leurs traces, mais pour ça j'ai besoin de connaître votre nom de famille. » Je me contentais de le regarder d'un air ahuri. J'éprouvais une sensation étrange, une espèce de picotement qui partait de ma nuque et descendait dans tout le corps. Je ne respirais plus. Mon cœur avait cessé de battre. Mon nom. Impossible de m'en souvenir. Les larmes me montèrent aux yeux. Je m'appelle Sue, me dis-je. Sue comment? Tremblante, les joues mouillées de larmes, je saisis Eddie par les épaules. Eddie, demandai-je. Quel est notre nom? Je ne sais pas, répondit-il dans un sanglot. Je ramenai mon frère contre moi et le serrai dans mes bras. Oh Eddie, que nous arrive-t-il? Mais que nous arrive-t-il? Tâchons de garder notre calme, dis-je à mon frère. Je suis certaine qu'en contrôlant notre respiration et en essayant de nous détendre, nous parviendrons à nous rappeler. Tu as raison, répondit Eddie sans conviction. Il regardait droit devant lui et serrait les dents pour ne pas pleurer. Cela se passait quelques minutes plus tard. L'employé de la réception nous avait suggéré d'aller boire quelque chose de chaud au restaurant de l'hôtel pendant qu'il s'efforçait de localiser nos parents. Cette suggestion nous convenait parfaitement. Nous avions bien besoin d'un remontant. Nous étions assis à une petite table au fond du restaurant. J'osais à peine promener les yeux autour de moi, impressionné par l'élégance des dîneurs et l'atmosphère feutrée du décor.
Des chandeliers caressaient d'une lueur discrète les nappes blanches et les couverts d'argent. Dans un petit loggia surplombant la salle, un orchestre à cordes jouait de la musique de chambre. Eddie pianotait nerveusement sur la nappe. Je n'arrêtais pas de tripoter ma serviette. Autour de nous, des gens heureux savouraient leur dîner en bavardant paisiblement. Eddie se pencha par-dessus la table et me chuchota. « Si on prend quelque chose, comment va-t-on le payer? Notre argent ne vaut rien. » « On le fera inscrire sur la note, suggérai-je, quand nous saurons dans quelle chambre nous sommes vraiment. » Eddie hocha la tête et se renversa contre le haut dossier de la chaise. Un serveur en smoking s'approcha et nous sourit. « Bienvenue au Barclay, dit-il. Et que puis-je vous servir ce soir ? » « Du thé, s'il vous plaît, répondis-je. « Seulement du thé, protesta Eddie. Je meurs de faim. » Le serveur gloussa. « Notre thé peut s'accompagner de sandwichs, de scones, de croissants et de tout un assortiment de pâtisseries. »« Oh, parfait, dis-je. Nous voulons tout ça. » Il s'inclina légèrement, tourna les talons et se dirigea vers les cuisines. « Au moins, nous aurons à manger, murmurai-je. » Eddie ne parut pas m'entendre. Il ne cessait de regarder la porte d'entrée du restaurant, s'attendant à voir surgir papa et maman à tout instant. « Comment se fait-il qu'on ait oublié notre nom ?» demanda-t-il soudain. « Je ne sais pas, avouai-je. Chaque fois que j'essayais d'y penser, je ressentais comme un étourdissement. Ça devait être la faim. Mon nom me reviendrait sûrement dès que j'aurais avalé quelque chose. » Le serveur nous apporta un plateau de minuscules sandwichs. Il y en avait aux crudités, au thon et au jambon. Dès qu'il les posa sur la table, nous nous jetâmes dessus. J'en étais à ma 2e tasse de thé quand je vis arriver le plateau suivant, chargé de scones et de croissants. Généreusement tartinés de beurre et de confiture, ils subirent le même sort que les sandwichs. Si nous disions à l'employé de la réception à quoi ressemblent papa et maman, cela l'aiderait peut-être à les retrouver, proposa Eddie. Il rafla le dernier croissant avant moi. Bonne idée, approuvai-je. Puis j'étouffai un petit cri. L'étourdissement me reprenait. Eddie, balbutiai-je, j'ai oublié à quoi ressemblent papa et maman. Il laissa retomber le croissant sur la nappe. Moi aussi, murmura-t-il en baissant la tête. Je fermai les yeux. Attends, essayons de les imaginer. Écarte toutes tes autres pensées. Concentrons-nous. Je ne peux pas, bégaya-t-il. Je déclarai forfait moi aussi. Aucune image de mes parents ne me venait. Je rouvris les yeux, la gorge serrée. Ma mère était-elle brune, blonde, rousse? Était-elle grande, petite, mince, grosse? Impossible de m'en souvenir. Où habitons-nous? Gémit Eddie. Dans une maison? Un appartement? Je ne le sais même plus où. Sa voix se brisa. Il avait du mal à retenir ses larmes. Que lui répondre pour le rassurer? Tout se bousculait dans ma tête. Je finis par déclarer. Nous avons momentanément perdu la mémoire, du moins en partie. Ce n'est pas bien grave, Eddie. Mais comment cela a-t-il pu nous arriver à tous les deux en même temps? S'étonna-t-il. Je cherchais en vain une explication. En tout cas, nous nous rappelons certaines choses, dis-je en m'efforçant de ne pas céder au désespoir. Eddie hocha la tête. Oui, nos prénoms, par exemple. Et quoi d'autre? Notre numéro de chambre, 626. Mais le type de la réception affirme que ce n'est pas notre chambre. Et nous nous rappelons pourquoi nous sommes à Londres, continuai-je, parce que maman et papa devaient assister à cette conférence importante. Mais il n'y a pas eu de conférence, s'exclama Eddie. Nos souvenirs sont fausses ou... J'ignorais cette objection. Je voulais à tout prix me raccrocher aux choses que je n'avais pas oubliées, ne sachant que faire d'autre pour atténuer mon angoisse. Je me souviens très bien de notre visite guidée d'aujourd'hui, insistai-je. Je me souviens de tout ce que nous avons vu à Londres. Je me souviens de M. Stark, je me souviens de... Et hier, m'interrompit Eddie. Qu'avons-nous fait hier, Sue? Je cessais de respirer. Hier? Je ne me souvenais pas d'hier, ni d'avant-hier, et ni des jours précédents. Oh, Eddie, fis-je en portant mes mains à mes tempes, quelque chose ne tourne pas rond, c'est évident. Eddie ne m'écoutait pas, ses yeux restaient rivés sur la porte d'entrée du restaurant. Je suivis son regard et je vis un jeune homme aux cheveux blonds franchir cette porte. Le chauffeur de taxi. Il m'était complètement sorti de l'esprit. Je me levai d'un bond. Ma serviette dégringola sur ma chaussure, je l'écartai d'un coup de pied. Me penchant par-dessus la table, je saisis Eddie par le bras. « Vite, fichons le camp d'ici !» Eddie parut hésiter. Le chauffeur de taxi s'était arrêté sur le seuil de la porte. Il parcourait chaque table des yeux. « Dépêche-toi, chuchotai-je, il ne nous a pas encore aperçus. »« Mais peut-être qu'on pourra lui expliquer, commença mon frère. Hein?
Lui expliquer quoi? Qu'on ne peut pas le payer parce qu'on a perdu la mémoire et qu'on ne connaît même plus notre nom? Tu t'imagines qu'il avalera ça? Eddie capitula aussitôt. D'accord, d'accord. Par où va-t-on sortir? L'entrée du restaurant restait bloquée par le chauffeur de taxi, mais je remarquai une porte vitrée au fond de la salle, juste derrière nous. Les vitres étaient opaques et on ne voyait rien à travers. Un petit écriteau fixé sur la porte disait « Issue condamné ». Je ne tins pas compte de cet avertissement. Nous n'avions pas le choix. Il fallait quitter les lieux, et vite. La porte s'ouvrit sans difficulté. Nous nous glissâmes de l'autre côté et je la refermai. Je crois qu'il ne nous a pas repérés, chuchotai-je. Nous pouvons être tranquilles. Un couloir obscur s'étendait devant nous. Il n'y avait pas de moquette sur le sol. Les murs étaient crasseux, couverts de taches de moisissure. Je retins Eddie un instant et tendis l'oreille, guettant un bruit de pas. Le chauffeur nous avait-il vu filer? Allait-il pousser la porte et se jeter sur nous? Non, je n'entendais que le battement de mon cœur. Quelle horrible journée, soupirai-je. Elle allait se révéler plus horrible encore. Une haute silhouette revêtue d'une cape noire surgit tout à coup dans l'ombre et une voix ricana. Vous pensiez donc m'avoir échappé?